Bonjour à tous, cet épisode a pour objet une dernière brique de base qui entre en jeu dans la conception de la partie numérique des systèmes les plus complexes. Cette brique de base, c'est un composant de mémorisation dynamique, et nous verrons dans une prochaine vidéo comment elle est utilisée dans la conception d'un processeur. Alors tout d'abord, avant de voir dans le détail ce que sont ces composants de mémorisation, voyons quel genre de traitement de l'information est rendu possible grâce à la mémorisation. Pour cela, je vais présenter un ensemble infini de traitements de l'information qu'il est impossible de faire sans mémorisation. Et cette infinité de traitements de l'information, c'est une partie des traitements que l'on appelle les traitements du signal. Alors jusqu'à maintenant, dans cette série, les seules choses qui étaient traitées, c'était des données. Mais nous allons voir qu'un signal est constitué de données. Alors, histoire que ce que je vais dire ne perde pas en généralité, commençons par un bref rappel sur ce que peut être une donnée en général. Par exemple, dans la vidéo précédente, on a vu que cet additionneur 3 bits servait à traiter deux données de type nombre entier. On a aussi vu qu'une donnée peut être composite. Cela peut s'illustrer par le fait qu'on puisse, comme cela, concaténer les deux entrées de cet additionneur en une seule entrée composite. Et alors on peut aussi dire que cet additionneur traite des paires de nombres entiers. Et de la manière la plus générale qui soit, vous pouvez voir qu'on peut aussi représenter un bloc combinatoire avec une seule entrée composite. Vous pouvez mettre sur pause pour voir ces détails qui ne sont pas cruciaux pour la suite. Et maintenant, qu'elle soit composite ou non, voici comment une donnée sera représentée. Une donnée d'un certain type et d'une certaine valeur sera représentée par une surface d'une certaine forme et d'une certaine couleur. Et la forme de la surface représentera le type de la donnée, et la couleur de la surface représentera la valeur de la donnée. Donc par exemple, on pourrait représenter une donnée de type nombre entier de valeur 3 par cette sphère orange, et alors le nombre entier de valeur 7 serait aussi représenté par une sphère, mais qui serait par exemple de couleur verte. Cela dit, maintenant, comme je vais vous présenter une infinité de traitements du signal, on va rester dans l'abstrait, et donc la forme sphérique ne va pas servir à représenter un type particulier, comme le type nombre entier, mais cette forme va servir à représenter un type quelconque, que je vais appeler symboliquement le type sphère. Bon, et bien, tout cela étant posé, voici maintenant un générateur de signal numérique quelconque. Vous pouvez voir que c'est simplement un composant dont la sortie fournit successivement dans le temps des données d'un certain type quelconque. Donc vous voyez qu'un signal numérique, ça n'a rien de très compliqué. C'est juste une suite de données qui est répartie dans le temps et qui est présente sur un point d'un circuit numérique. Et alors, si à ce générateur de signal, on connecte comme cela un bloc combinatoire qu'on pourrait appeler un carréificateur de sphère, ce carréificateur de sphère réalise un certain traitement du signal, car il transforme un signal de type sphère en un signal de type carré. Le type carré étant bien sûr un autre type de données quelconque. Vous pouvez constater que pour fonctionner, ce type de traitement du signal ne nécessite pas de composants de mémorisation. Eh bien, vous allez très bientôt voir qu'il est impossible de faire certains traitements du signal sans ces composants de mémorisation. Pour cela, commençons par représenter ce générateur de signal sous la forme d'un tuyau infini de chaque côté. Ainsi, ce générateur de signal devient un tuyau du temps, et alors bien sûr, ici à gauche se trouve Chronos, le dieu du temps, qui de temps en temps a pour passe-temps divin de souffler dedans pour animer et réduire la vie des simples mortels. Et c'est grâce au trou qui est en plein milieu de ce tuyau infini que l'on peut accéder à la valeur présente ou actuelle du signal numérique. Et comme Chronos souffle toujours par l'extrémité gauche du tuyau, bien sûr à gauche du trou se trouvent les données du futur, et à droite se trouvent les données du passé. Alors maintenant, imaginons que nous ne voulons plus carréifier ce signal de type sphère, mais que nous voulons le trèflifier. Alors comment faire dans ce cas? Eh bien vous savez qu'un trèfle ça a 3 feuilles. Bon ok, des fois ça en a 4, mais disons ici que ça en a toujours 3. Donc si j'ai choisi cette forme, c'est pour exprimer le fait que pour produire une donnée de type trèfle, la seule donnée présente du signal de type sphère ne suffit pas. Il nous faut aussi les deux dernières valeurs qui sont ici, dans le passé. Alors du coup, bien sûr, s'il existait une bonne fée capable de faire des trous dans ce tuyau du temps, eh bien on lui demanderait de faire 2 trous, comme ça. Et alors on pourrait connecter notre tréflificateur, comme ça, et ça tréflifierait. Mais malheureusement, dans la réalité, le tuyau du temps n'est pas perçable. Autrement dit, on a seulement accès à la donnée présente du signal, et notamment les valeurs du passé sont à jamais inaccessibles. Et donc vous l'avez sûrement déjà deviné, c'est là que doit intervenir le composant de mémorisation. Et ainsi, vous voyez qu'à tout moment, il nous permet d'accéder aux deux dernières valeurs, et en les combinant avec la valeur présente, nous pouvons tréflifier le signal sans recourir à de la magie. Pour l'instant, c'est vrai que cette représentation d'une mémoire sous la forme d'un tuyau est assez abstraite.
Vous vous demandez sûrement comment les choses se passent plus concrètement. Mais ne vous en faites pas, je ne vais pas tarder à vous présenter l'interface bien concrète d'un type de composant de mémorisation que l'on utilise actuellement dans la conception d'un processeur par exemple. Mais avant cela, voyons un exemple d'application de ce composant de traitement du signal. Cet exemple, c'est celui du radar routier. Alors non, je n'ai pas une grande passion pour la vérification du respect du code de la route. Si j'ai choisi cet exemple, c'est simplement parce qu'il est très pédagogique du fait de sa simplicité. Alors tout d'abord, voici le principe de fonctionnement de ce radar routier. Chaque seconde, peu importe comment, une première partie du radar mesure la position du véhicule le long de la route. On supposera ici qu'il n'y a jamais plus d'un véhicule. Et ensuite, à partir de ce signal de position, le radar produit un signal de vitesse en effectuant ce calcul à chaque seconde. Vitesse actuelle est égale à position actuelle moins position précédente, le tout divisé par la durée entre ces deux mesures de position. Et comme pour simplifier, j'ai dit que cette durée qui est au dénominateur vaut 1, le calcul d'une vitesse est juste fait par cette simple soustraction. Vitesse actuelle est égale à position actuelle moins position précédente. Et ensuite, bien sûr, si ce signal de vitesse dépasse un certain seuil, alors le reste du système va faire d'autres soustractions, la soustraction de points de permis, et la soustraction d'argent sur un compte en banque. Mais ici, on ne va pas s'intéresser à cette partie du système. Alors maintenant, à votre avis, en quoi cet exemple est-il une application de la tréflification? Eh bien voilà la réponse à cette question. Vous voyez qu'avec cette conception, à chaque seconde, la vitesse actuelle est bien calculée comme la soustraction position actuelle moins position précédente. Et vous pouvez remarquer que cette position précédente est fournie par le composant de mémorisation. Comme indiqué sur ce schéma, ce composant fait d'une mémoire et d'un soustracteur s'appelle un dérivateur. Le dérivateur est donc un composant de traitement du signal qui transforme un signal de position en un signal de vitesse. Et de manière plus générale, c'est un composant qui fournit les variations du signal que l'on met sur son entrée. Et donc comme il se trouve qu'une accélération est une variation de vitesse, si on met comme ceci bout à bout deux dérivateurs, alors à la sortie, on obtient un signal d'accélération. Et alors maintenant, voici une petite énigme. Imaginons que nous sommes dans le cas inverse, c'est-à-dire que l'on dispose d'un signal d'accélération, qui peut par exemple provenir de l'accéléromètre d'un téléphone ou d'une manette de console de jeu, ou autre. Et donc, imaginons qu'à partir de ce signal d'accélération, on va y obtenir un signal de position. Alors il faudrait trouver un composant qui fait le traitement inverse du dérivateur. Et en mettant deux l'un après l'autre, ça fonctionnerait. Alors, comment peut-on concevoir ce composant qui fait l'inverse du dérivateur? Pour indice, ce n'est pas avec un composant de tréflification que l'on peut faire ça. Voilà la solution. Partons du dérivateur et transformons-le. Ici, on n'a plus un signal de position, mais on a un signal de vitesse. Aussi, le composant ne porte plus le nom dérivateur, mais intégrateur. Et comme l'intégrateur est censé faire l'inverse du dérivateur, intuitivement, on peut se douter que le bloc combinatoire qui était un soustracteur doit maintenant faire l'inverse de la soustraction. Donc je remplace le soustracteur par un additionneur, puisque l'inverse de la soustraction est l'addition. Et enfin, pour tout inverser, il reste une chose à faire, car vous pouvez voir que dans le cas du dérivateur, la mémoire est alimentée par le signal d'entrée du dérivateur. Or, qu'est-ce que c'est que l'inverse d'être alimenté par le signal d'entrée? Eh bien, c'est d'être alimenté par le signal de sortie. Donc je coupe ce fil, et je trace celui-là. Et avant de vérifier que cette intuition est bonne, redisposons les éléments de l'intégrateur comme cela. Et maintenant vous voyez que d'après cette simulation, ça a l'air d'être correct. Ça calcule bien un signal de position à partir d'un signal de vitesse. Et au cas où vous aimeriez une explication plus détaillée, en voici une qu'il est possible de lire en mettant la vidéo en pause. Maintenant, examinons une particularité de ce nouveau type de composant qui est l'intégrateur. Dans cette série, c'est la première fois que l'on rencontre une telle chose. Il s'agit d'une boucle d'information. Et cette boucle d'information, la voilà. Regardez, l'information sort de la mémoire ici, puis elle parcourt ce fil, elle entre dans ce bloc combinatoire, dans lequel elle est en quelque sorte mélangée à une autre information, mais peu importe, puis elle sort du bloc combinatoire, parcourt ce fil, puis au bout d'une seconde à attendre à l'entrée de la mémoire, cette information entre dans la mémoire, et alors elle remplace la donnée dont elle est elle-même en partie issue. Donc ensuite c'est reparti pour un tour de boucle, etc., etc. Alors maintenant, intéressons-nous à la représentation qu'un ingénieur se fait de cette boucle. Alors un ingénieur en général, ça fait des trucs compliqués. Par exemple, un processeur, c'est compliqué. Donc un ingénieur, lorsqu'il conçoit un truc compliqué, il va naturellement essayer de se simplifier la vie le plus possible. Et pour cela, il va notamment utiliser des outils et des méthodes qui lui permettront de concevoir un système avec des composants idéaux.
Notamment grâce à ces outils et méthodes que j'aborderai plus tard, l'ingénieur peut se permettre de concevoir un système avec des fils idéaux et des blocs combinatoires idéaux. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, un fil idéal, c'est très simple. C'est un fil dans lequel l'information se déplace à une vitesse infinie. Autrement dit, si vous mettez une donnée sur un bout de ce fil idéal, alors elle se propagera instantanément à l'autre bout. Autrement dit, à chaque instant du temps, la présence d'une donnée à un endroit d'un fil idéal implique logiquement la présence de cette même donnée à tous les autres endroits de ce fil idéal. Voilà pour le fil idéal. Maintenant, pour le bloc combinatoire idéal, eh bien c'est très analogue. Car un bloc combinatoire, on peut voir ça comme un fil sur lequel, à un bout, on met une donnée, et à l'autre bout, on retrouve cette donnée, mais transformée. Elle peut même avoir changé de type. Donc vu comme ça, c'est assez évident que tout changement sur la sortie d'un bloc combinatoire idéal est la répercussion instantanée d'un changement qui a eu lieu sur son entrée. Alors bien sûr, dans la réalité, ces composants idéaux n'existent pas. Et ils n'existeront sûrement jamais, car il est sûrement vrai que l'information n'ira jamais à une vitesse infinie. Et pourtant, grâce à certains outils et certaines méthodes que j'exposerai plus tard, on peut se permettre de faire comme si ces composants étaient idéaux lors de la conception d'un système. Maintenant, supposons que les composants de l'intégrateur sont idéaux. Et voyons ce que ça change au niveau de cette boucle d'information. Eh bien, le seul changement, c'est que l'information qui sort de la mémoire ici fait instantanément presque tout le tour de la boucle. Puis après, c'est pareil, elle poireaute devant l'entrée et au bout d'une seconde, la mémoire la laisse entrer pour qu'elle prenne la place du contenu précédent. Bon, pas de problème avec cette boucle. Mais maintenant, imaginons une boucle d'information qui ne comporte pas de mémoire. Par exemple, imaginons une boucle faite d'un inverseur idéal. Je vous rappelle que, comme le montre cette table de vérité, un inverseur est le bloc combinatoire qui ne fait qu'inverser le booléen qui est présent sur son entrée. Je disais donc, imaginons une boucle faite d'un inverseur idéal et d'un fil idéal qui relie la sortie de l'inverseur à son entrée, comme ça. Et supposons arbitrairement que lorsqu'on démarre ce petit système, il y a un 1 sur la sortie. Mais alors comme le fil qui relie la sortie à l'entrée est un fil idéal, ce 1 est aussi présent sur l'entrée. Et comme c'est un inverseur idéal, ce 1 qui est sur l'entrée implique logiquement qu'il y a l'inverse du 1 sur la sortie, c'est-à-dire un 0. Or au début de ce raisonnement déductif, j'ai commencé par dire qu'il y avait un 1 sur la sortie. Or il ne peut pas y avoir un 1 et un 0 en même temps. Donc il y a une contradiction logique. Et cette contradiction logique démontre par l'absurde que, dans ce monde idéal bien pratique, certaines boucles sont à proscrire afin de respecter le principe de non-contradiction. D'ailleurs, de nombreux outils et langages informatiques actuels nous renvoient des messages d'erreur lorsqu'ils détectent ce type de boucle dans un contexte dans lequel elles n'ont pas de sens. Continuons l'exploration de ce monde idéal en insérant un deuxième inverseur dans cette boucle. Alors si on suppose qu'au démarrage il y a un 1 en sortie, donc il y a un 0 ici, et donc il y a un 1 ici. Dans ce cas, vous voyez qu'il n'y a pas de contradiction logique qui se niche dans cette boucle. La présence d'un 1 ici implique bien la présence d'un 1 au même endroit quand on fait le tour de la boucle. Cela dit, on peut s'interroger sur l'utilité de cette structure. Ça paraît idiot de faire un truc qui s'auto-alimente en information comme ça. Et pourtant, il se trouve que cette structure est à la base de la conception du composant de mémorisation, dont je vous parlerai après. Car on peut voir cette auto-alimentation comme un verrouillage d'information. Le fait qu'il y a un 1 ici induit que ce 1 perdure dans le temps. Et c'est bien le propre de la mémoire que de faire perdurer l'information dans le temps. Et c'est même cette simple structure qui est à la base de la conception d'une mémoire dynamique. Dynamique signifie que l'on puisse changer la valeur contenue dans cette mémoire. Or, actuellement il y a un 1 sur cette sortie, alors comment faudrait-il s'y prendre pour remplacer ce 1 par un 0? Eh bien, il suffirait par un moyen que je ne détaillerai pas, de réussir à forcer cette entrée à 0 pendant ne serait-ce qu'une infime durée. Car que se passerait-il? Eh bien le 0 va devenir un 1 ici, puis un 0 ici, et donc vous voyez que le fait de mettre un 0 ici pendant un très court instant a suffi à faire basculer l'état de ce petit système, puisque maintenant on a un 0 bien stable sur la sortie. Donc en résumé, on aurait un petit système sur lequel on pourrait agir ponctuellement dans le temps, de manière à faire basculer son état interne d'une valeur binaire à une autre. Donc on aurait bien une mémoire dynamique. Bon, et bien maintenant, repartons de la boucle qui n'a qu'un seul inverseur, et qui est contradictoire, et ajoutons-y un composant de mémorisation. Alors, est-ce que cette boucle reste contradictoire? Eh bien non, car si, pour se fixer les idées, on imagine qu'il y a un 1 dans la mémoire, alors ce 1, comme précédemment, se fait inverser par l'inverseur, il implique donc toujours la présence d'un 0 sur la sortie de l'inverseur,
Mais cette fois, ce 0 est comme bloqué à l'entrée de la mémoire. Et donc ce 0 n'entre pas en contradiction avec le 1 qui lui a donné naissance, et qui est dans la mémoire. Et ce n'est ensuite qu'au bout d'un certain temps que, pendant un instant bien ponctuel, la mémoire va laisser entrer ce 0, et alors ce 0 va remplacer le 1 sans jamais entrer en contradiction avec. Bon alors, que peut-on conclure de cette exploration des boucles d'information? Eh bien, cette exploration n'est pas une démonstration parfaitement rigoureuse, mais il me semble que vous pouvez raisonnablement conclure qu'il est parfaitement vrai que si une boucle contient au moins un composant de mémorisation, alors comme nous venons de le voir à l'instant, et dans le cas de l'intégrateur, il n'y a pas de souci. Mais si au contraire la boucle est combinatoire, c'est-à-dire que la boucle ne contient pas de composant de mémorisation, alors il y a deux cas de figure. Soit la boucle aboutit à une contradiction logique, comme dans le cas de cette boucle à un seul inverseur, soit il n'y a pas de contradiction logique, mais alors il y a un phénomène de verrouillage d'informations. Or, quel est le seul but d'un verrouillage d'informations? Eh bien le seul but c'est de concevoir un composant de mémorisation. Or, dans le cadre de la conception d'un circuit complexe, comme un processeur par exemple, vous vous doutez bien que dans ce cadre, on ne conçoit pas les composants de mémorisation. Dans ce cadre, on ne les conçoit pas, on les utilise en tant que composants de base. Donc dans ce cadre, ce genre de boucle, qui n'a pas de mémoire, est inutile. Donc que peut-on tirer de cette exploration des boucles? Eh bien on peut en tirer une règle que l'on doit appliquer lors de la conception d'un processeur par exemple. Cette règle est que si on dessine une boucle, cette boucle doit avoir au moins un composant de mémorisation. Je vous invite maintenant à voir cette règle comme une illustration très concrète d'un phénomène valable dans toute l'ingénierie, et ce phénomène le voici. Les ingénieurs travaillent avec des langages qui sont adaptés à un type particulier d'activité. Ces langages comportent en général des règles à respecter, et ces règles sont bien souvent justifiées par le fait que, dans le cadre de l'activité correspondant à un langage, contrevenir à ces règles n'a tout simplement pas de sens. Bon, vous avez maintenant une petite idée un peu générale de ce qu'est un composant de mémorisation. Mais comme vous vous en doutez sûrement, on ne conçoit pas le circuit numérique d'un processeur ou d'un dérivateur avec une idée aussi abstraite. Notamment, je n'ai pas encore précisé comment il faut agir sur la mémoire pour qu'une donnée entre dedans. Eh bien la réponse, c'est que ça dépend du type de mémoire. En effet, il existe plusieurs types de mémoire qui diffèrent notamment par la manière de déclencher la mémorisation de la donnée qui est en entrée. Je vais donc présenter un type bien particulier de mémoire dynamique. Ce type de mémoire a un nom, il s'agit de la bascule D. Et dans le reste de la série, pour aller plus vite, je dirais bascule, à la place de bascule D. Je ne vous présenterai que ce type de mémoire, car il est suffisant pour concevoir n'importe quelle partie numérique de n'importe quel système. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bascule? Eh bien déjà, il faut savoir que c'est un composant qui ne permet que de mémoriser un seul bit d'information. Or précédemment, dans le cas du dérivateur ou de l'intégrateur, on utilisait une mémoire qui stockait toute une donnée faite de plusieurs bits. Donc comment faire? Eh bien, c'est très simple. Vous savez qu'une donnée sur 16 bits est véhiculée par un bus de 16 fils en parallèle que l'on représente de façon groupée comme cela. Eh bien, pour stocker cette donnée qui est sur ce bus, il suffit de connecter chacun de ces 16 fils sur 16 bascules. Et alors chaque bascule stockera un des 16 bits, tout simplement. Et évidemment, comme ça ne serait vraiment pas pratique de représenter ça comme ça, eh bien de la même manière que l'on regroupe les 16 fils parallèles en un seul, on regroupe aussi les 16 bascules parallèles en une seule bascule, qu'on appelle un registre. Un registre d'une taille de 16 bits, en l'occurrence. Bon, et bien maintenant, voyons à quoi ressemble très concrètement l'interface d'une bascule. Jusqu'à maintenant, les composants de mémorisation que je vous ai présentés avaient une entrée et une sortie. Eh bien en fait, une bascule a aussi une seule sortie, et elle fonctionne exactement de la même manière que ce que je vous ai présenté précédemment. C'est-à-dire que la sortie fournit en permanence la valeur qui est dans la mémoire. Mais par contre, sur l'interface d'entrée d'une bascule, il y a deux entrées que l'on nomme avec les noms anglais data et clock. L'entrée data a exactement le même rôle que précédemment. C'est sur cette entrée que l'on doit présenter une donnée si on veut qu'elle soit mémorisée dans la mémoire. Et l'entrée clock est l'entrée qui sert à demander à la bascule de laisser entrer la donnée. Autrement dit, quand un ordre de mémorisation arrive sur cette entrée clock, la donnée présente sur l'entrée data entre dans la bascule. Et comment donne-t-on cet ordre concrètement? Eh bien cet ordre de mémorisation se donne en deux étapes successives très simples. Première étape, on met un 0 sur cette entrée, puis deuxième étape, on met un 1 sur cette entrée. Et c'est tout. Autrement dit, l'ordre de mémorisation consiste en un changement de valeur, le changement de 0 à 1. Donc graphiquement, sur un chronogramme, cet ordre ressemble à ça. Et c'est pour ça que cet ordre s'appelle un front montant, et que pour la suite, je le représenterai par ce symbole.
En résumé, on donne l'ordre de mémoriser la donnée présente sur l'entrée data en faisant un front montant sur l'autre entrée, qu'on appelle l'entrée clock. Et pourquoi cette entrée s'appelle clock? Eh bien ça, c'est une drôle d'histoire qui va grandement nous aider à comprendre comment sont conçus les processeurs actuels. Et cette histoire la voici. Clock en anglais ça veut dire horloge. Donc c'est bizarre ce nom. Car en général, un ordre de mémorisation, ça peut provenir de n'importe quoi. Ça peut provenir d'un bloc combinatoire ou d'une autre bascule. Donc cette entrée clock devrait s'appeler ordre ou déclenchement ou quelque chose comme ça. Et pour comprendre pourquoi cette entrée a été appelée clock, donc horloge en français, voici grosso modo à quoi ressemblaient les pensées des premiers ingénieurs du numérique à ce sujet. Oh là là, qu'est-ce que j'en ai marre. Pour chaque bascule que j'utilise, il faut que je réfléchisse à comment il faut envoyer des ordres de mémorisation. C'est pas très passionnant. Moi, tout ce que je veux, c'est que les circuits que je conçois réalisent telle ou telle fonctionnalité. Comme la fonctionnalité d'un processeur, par exemple. Et une fonctionnalité, je peux la faire de plein de manières différentes. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une manière bien bourrine qui me permettrait de faire n'importe quelle fonctionnalité, mais sans me prendre la tête avec les entrées clock des bascules? Plus concrètement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire n'importe quelle fonctionnalité en connectant les entrées clock de toutes les bascules du circuit à un seul et même composant comme ça? Comme ça, la question de savoir comment j'envoie les ordres de mémorisation, elle est vite répondue, et donc c'est moins de travail. Et bien sûr, il se trouve que oui, c'est possible de faire n'importe quelle fonctionnalité avec cette méthode de bourrin. Bien sûr, qui dit méthode de bourrin dit circuit qui ne va pas être parfaitement optimisé, tant sur le plan de la performance que celui de la consommation énergétique par exemple. Mais tant pis, de toute façon, qui a besoin d'une optimisation parfaite? Et puis surtout, pour concevoir quelque chose d'aussi compliqué qu'un processeur, il faut bien se simplifier la tâche un peu, sinon on y est encore dans 20 ans. Et il se trouve que cette méthode est celle qui est largement majoritairement employée de nos jours, même pour concevoir les tout derniers processeurs. Et si je récapitule cette méthode, c'est simple. Elle consiste à utiliser un composant qui envoie régulièrement des ordres de mémorisation à toutes les bascules du circuit à la fois, et ce composant a un nom, c'est l'horloge du circuit. Et comme horloge se dit clock en anglais, vous pouvez comprendre pourquoi l'entrée clock des bascules s'appelle comme ça. Même si ce nom n'est pas très pertinent, puisqu'en général on peut mettre autre chose qu'une horloge dessus. Mais bon, c'est comme ça. L'horloge sert donc à synchroniser toutes les bascules. Et donc cette méthode, ou plutôt le mode de fonctionnement qui correspond à cette méthode, il s'appelle le mode synchrone. J'imagine que certains d'entre vous, ceux qui ont comparé des ordinateurs avant d'en acheter un, se demandent actuellement si cette horloge a quelque chose à voir avec la caractéristique fréquence d'horloge d'un processeur d'ordinateur. Eh bien oui, comme je l'ai dit, les processeurs sont quasiment tous des circuits synchrones. Ils ont donc une horloge, et en général, ces horloges d'ordinateur envoient quelques milliards d'ordres de mémorisation par seconde. En résumé, l'horloge peut être vue comme le chef d'orchestre d'un circuit synchrone. Si l'horloge s'arrête, le circuit tout entier se fige. Il n'évolue plus. Et oui, car l'état global d'un circuit est disséminé dans toutes les bascules de ce circuit. Voyons maintenant un exemple d'utilisation de la bascule. Il s'agit d'utiliser des bascules pour concevoir le composant de tréflification que j'ai présenté précédemment. Vous pouvez constater qu'en mettant deux registres l'un après l'autre, comme ça, on obtient bien l'effet tuyau, ou tapis roulant, qui permet la tréflification. Disons maintenant que je viens de redémarrer ce circuit. Vous pouvez constater que les registres contiennent déjà des données que j'ai représentées par ces sphères noires. Cela est dû au fait qu'un registre ne peut pas être vide. À leur démarrage, ils contiennent forcément une valeur initiale, qu'on appelle aussi valeur de reset. Et alors bien sûr, au moment de la conception d'un circuit, il faut en général choisir les valeurs de reset de chaque registre. Mais dans certains cas, la valeur initiale n'a pas d'importance. Dans d'autres cas, le type de données qui est stocké dans ce registre est tel qu'on utilisera une valeur spéciale qui signifie non initialisé, ou indéterminé, ou vide.
etc. Par ailleurs, vous pouvez voir que l'horloge est aussi connectée au générateur de signal. Ainsi, les données avancent bien à la même vitesse, elles sont bien synchronisées. Et vous pouvez remarquer que dans ce genre de circuit de traitement du signal, le mode synchrone paraît très naturel, ou plutôt très adapté. Dans ce cas, il n'est pas du tout bourrin. Pour conclure cette vidéo, nous avons vu un composant de mémorisation dynamique, qui est la dernière brique de base nécessaire pour pouvoir concevoir un processeur. De manière générale, l'interconnexion de blocs combinatoires et de bascules permettent de concevoir ce qu'on appelle des blocs séquentiels. Donc le dérivateur, l'intégrateur, mais aussi les processeurs sont des exemples de blocs séquentiels. Cela dit, la complexité de certains composants est telle qu'en pratique, on ne les conçoit pas directement avec des bascules et des blocs combinatoires. Mais ces derniers vont être les briques de base de la conception de blocs séquentiels intermédiaires, qui vont ensuite être utilisés pour former des composants très complexes comme un processeur par exemple. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo sera consacrée à la présentation d'un ensemble infini de blocs séquentiels qui intervient notamment dans la conception d'un processeur. Et cet ensemble, c'est l'ensemble des machines à état. Thank you.